Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour, vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h pour Poulain sans réserve. Aujourd'hui, nos invités Philippe Pascot, administrateur d'Anticor, pour parler bien sûr du procès Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. Et puis, on parlera également de la note de l'endettement français, aussi de l'état économique de la France avec Pascal Delima, chef économiste de CGI Business Consulting, tout à l'heure en deuxième partie. N'hésitez pas, le standard c'est 0826 300 300. On commence dans un instant, c'est Poulain sans réserve, on reste ensemble jusqu'à 13h. Sud Radio, Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour cette première partie d'émission, c'est Philippe Pascot, administrateur d'Anticor. Vous êtes aussi l'auteur de Les cons ça ose tout, moi aussi d'ailleurs, publié aux éditions Bonneton, et Le pouvoir du pire, publié aux éditions Max Milo. Je voulais vous avoir sur ce plateau, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Pour parler, bien entendu, du procès et du jugement du ministre de la Justice en exercice, Éric Dupond-Moretti, qui a été rendu par la CJR, et du coup, rien. Qu'est-ce que vous en parlez pensez ? plutôt d'une pantalonnade, je sais pas, mais tout sauf de la justice, de cette justice dérogatoire. Je dis souvent, et je le dis maintenant depuis quelques jours, qu'il y avait une formule formidable qui, il y a quelques années, on utilisait en disant on était responsable, mais pas coupable. Vous vous rappelez ? Oui, c'était maintenant contaminé. Hein, voilà. Et maintenant, ils ont inventé une nouvelle formule. On est coupable, mais pas responsable. Ouais. C'est pas beau, la justice, pour certaines personnes ? Voire pas coupable et pas responsable. Pour Marlène Schiappa et le fonds Marianne, par exemple. Oui, mais là, pour Monsieur Moretti, puisqu'on parle de lui, il est coupable, mais pas responsable. Moi, j'ai jamais vu ça. Et en plus, c'est même pas dans la loi. C'est une justice dérogatoire. Quand on pense que depuis 7 ou 8 présidents de la République, j'exagère un petit peu, ils veulent tous supprimer la haute cour de justice, et dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils le font pas. Quand c'est une justice de copains, quand vous avez déjeuné pendant 20 ans avec un député, avec un machin, qui sont vos juges ? Vous croyez vraiment que ces gens vont vous allumer ? Ben non, ils le font pas. La preuve, aujourd'hui, ils reconnaissent qu'il y a eu conflit d'intérêts. Ils reconnaissent qu'il y a eu abus de la part du ministre quand il... Mais il n'avait pas l'intention de le faire, ce pauvre monsieur. Donc on lui pardonne. C'est comme ces 300 000 euros qu'il a oublié de déclarer dans ses revenus. Bon, ça arrive, hein. Il y avait une ministre qui avait oublié de déclarer... Très honnêtement, Alexis, moi, ça m'arrive tous les ans. Tous les ans, j'oublie de déclarer 300 000 euros. En plus, je les rembourse et... faut avouer totalement pardonner. Oui. C'est génial la justice pour certains. Je peux vous parler aussi d'une grosse voiture qu'on achète. La Maserati. On ne sait pas tout à Bien fait sûr. comment et où. Il n'y a pas de problème, ce n'est qu'une Maserati. On va quand même pas embêter les gens qui achètent des Maserati. C'est ça la justice. Surtout en cash. Hein. Et cash en plus. C'est ça la justice aujourd'hui. Eh ben, nous à Anticor, on n'est pas d'accord. Nous à Anticor, on lutte contre ça. Et c'est pour ça qu'on a fait un procès à Monsieur Moretti. Et c'est pour ça qu'il est obligé de se déporter quand on a demandé notre agrément. Après, on se demande vraiment pourquoi on essaye désespérément de nous retirer notre agrément. Oui, en ce moment, ça fait quelques mois que ça dure. C'est assez dingue, quoi. Même la première ministre est obligée de déclarer qu'on est dans les clous. Même la première ministre est obligée de déclarer que, quelque part, Anticor fait bien son boulot. Et d'ailleurs, je demande aux gens d'adhérer, n'hésitez pas. Plus nous serons nombreux, plus nous arriverons à mettre de l'ordre dans cette République qui commence vraiment à devenir une République bananière. Donc je donne portail, @anticor.org. Anticor, il faut expliquer, c'est une association... Loi 1901, sans subvention. Avec un agrément qui lui permet donc de se porter partie civile. Nous sommes 3 associations à pouvoir le faire. Il y a Sherpa, Transparency et Anticor. Nous étions plus spécialisés sur la corruption des élus, la cossusion, etc., etc. Et on a 160 dossiers en ce moment au pénal où nous nous sommes portés devant la justice pour arrêter cette corruption endémique qui est en train de prendre tout le pays. Et à nous, on nous retire l'Anticor pour une virgule. L'agrément, ouais. C'est ça, pour une virgule. Faute de c'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Je dis sur une virgule dans un agrément qui a été rédigé par les services du Premier ministre. C'est-à-dire, c'est même pas nous qui l'avons rédigé. C'est les services du Premier ministre qui ont mis 8 mois à nous rédiger un agrément. Ils font des erreurs de virgule et on en profite pour nous retirer l'agrément. Mais ils vont être obligés de nous le redonner, vous inquiétez pas. Mais ça fait quand même beaucoup. Vous parlez de république bananière. Non, je parle plus de république bananière, mais je dis qu'on est plus en démocratie.
démocratie. Ouais. On n'est pas tout à fait en dictature. Nous sommes aujourd'hui en démocratie. Oui, un entre-deux c'est un avec une entre-deux, justice d'exception. Mais la question de la Cour de justice de la République, et Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, en parlait en disant que c'est un jugement d'entre-soi, évidemment. C'est entre copains. Une négation même de la justice, et qu'il faudrait des jurys de citoyens pour juger ces politiques. Est-ce que c'est pas ça l'évidence, oui? C'est comme les agréments. Comment ça se fait que c'est le gouvernement qui nous donne l'agrément? Ça devrait être un organisme indépendant. Tout est fait pour verrouiller le fait. Alors on vous annonce République exemplaire. La preuve. L'épreuve. Je vais vous donner un truc. Moi, quand j'étais sous le gouvernement Hollande, j'ai eu 30% des membres du gouvernement Hollande qui ont eu affaire à la justice ou au fisc. Aujourd'hui, avec les gouvernements exemplaires d'aujourd'hui, j'en suis à 60%. Du gouvernement actuel, enfin des gouvernements successifs, 60% des membres du gouvernement Macron ont eu affaire à la justice ou au fisc. Justement, on parle du fisc et on parle du gouvernement Hollande, et en ce moment, il y a un certain monsieur Cahuzac qui revient devant les micros et les caméras des médias français pour expliquer que j'ai payé, donc j'ai le droit de revenir. C'est ça la morale. Alors c'est ça la morale? Mais c'est pas la morale là, ça. Non, c'est le légal. Légalement, c'est vrai, monsieur Cahuzac, il a payé, il a le droit de revenir. Mais est-ce que c'est moral? Il y a un moment donné, il va falloir aussi qu'on change les lois. Oui. Je vous signale quand même que dans la vie, quand vous êtes comptable et que vous avez été condamné dans une malversation de comptabilité, on vous interdit de bosser dans la comptabilité. Quand vous avez fait des choses avec des enfants dans une colonie de vacances et que vous êtes condamné, on vous interdit d'approcher de près ou de loin des colonies de vacances. Eh bien, pour les élus, non. Mais vous me direz, c'est à l'électeur de décider. Il est suspendu de ses droits civiques pour ne pas pouvoir se présenter, donc c'est 5 ans. Donc il dit, moi voilà, c'est la loi, donc j'ai payé, je peux revenir. Mais encore une fois, je suis en travers, c'est comme pour le casier judiciaire que je défends depuis 2013. Comment ça se fait que dans une mairie, on est obligé d'avoir un casier vierge pour travailler, que si vous êtes condamné quand vous travaillez dans une mairie, vous pouvez être licencié, et si ça va plus loin, on vous retire vos droits à la retraite. Par contre, pour diriger la mairie, vous pouvez avoir un casier chargé. Il y a quand même un non-sens. Eh bien, les non-sens, c'est la loi française. Et qui fait les lois? C'est ces gens comme Cahuzac. Justement, si on fait une liste non exhaustive, mais ça fait beaucoup. On a un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui vient aussi de prendre 1 an de prison avec sursis dans l'affaire Big Malion. On a Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui est pour une affaire de conflit d'intérêts. On a bien sûr le ministre de la Justice, François Bayrou. On a Marine Le Pen qui va être devant les juges pour les assistants parlementaires. Enfin, et puis on a les problèmes de drogue. On a eu le sénateur Joël Guerriau et de harcèlement aussi, puisque des cas de harcèlement très nombreux. De photos de députés. Donc, est-ce que, cette question de la République exemplaire, on a compris que ça ne viendra pas de la part d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un parti ou des camps politiques ou un mouvement qui défend, au-delà Anticorps, l'idée d'un bouleversement des pratiques pour dire on n'en peut plus de cette corruption? Moi, je n'en vois pas. Avec mes excuses, je suis désolé. Aujourd'hui, moi, personnellement, je ne lutte pas contre la droite ou contre la gauche ou contre le centre. Je lutte contre un système. Et la corruption, malheureusement, elle fait partie du système, quel que soit le parti politique. À Anticorps, on porte des plaintes contre des gens de droite ou contre des gens de gauche. Je rappelle toujours pour les gens qui veulent nous manipuler et dire qu'on est gens d'extrême gauche, qu'on a aussi porté plainte contre l'assistante de Monsieur Mélenchon, Madame Chirikou, je sais pas comment ça s'appelle. Chirikou. Moi, je l'appelle Chikirou, c'est comme le petit film. Son nom. Donc, nous sommes à Anticorps, totalement transpartisan, totalement bénévole. Nous n'avons aucune subvention de quel que ce soit et nous vivons que par les dons et par les adhésions. Plus nous serons nombreux, plus nous arriverons à mettre de l'ordre dans l'éthique en politique en France. Donc je conseille vraiment aux gens d'adhérer. C'est la seule réponse valable. Arrêtez d'être consommateur passif devant la télé. Devenez acteur de notre propre société. Et devenir acteur de notre propre société, c'est aussi s'investir dans des associations indépendantes comme Anticorps. Et Anticorps qui est sur tous les dossiers, aujourd'hui ça change quoi d'avoir plus d'adhérents pour ça change énormément. Quand vous êtes 100, quand vous êtes une compagnie ou quand vous êtes une division ou quand vous êtes 5 compagnies, c'est pas la même chose pour nous défoncer la tête. En plus, plus on a d'adhésion, plus on a d'argent, parce que les avocats qu'on prend, on les paye. Bien sûr. C'est pas des avocats gratuits qu'on prend dans les dossiers, donc faut bien qu'on trouve de l'argent. Donc ça vient des adhésions, ça vient des dons. Mais il y a aucune subvention extérieure et nous ne sommes payés par aucun parti politique.
politique ou par aucune puissance étrangère, comme essaye de manipuler certaines officines de propagande malicieuse. Et au niveau français, on voit l'état du débat juridique. Est-ce que au niveau européen, il y a du mieux? Est-ce que vous avez un benchmark un peu des pays les moins corrompus, on va dire? Non. Non, mais commençons par nous occuper de la première marche d'escalier que j'appelle la France. Ouais. On verra après pour l'Europe. Parce que je peux pas en parler, mais quand je vois, à titre personnel, là c'est pas Anticor, quand je vois que tout le monde sait que le glyphosate, c'est de la daube, qu'il faut pas s'en servir, et que comme par hasard, à l'Europe, la France s'abstient pour la prolongation de 10 ans de la mise sur marché du glyphosate, je rigole. Mais ça, c'est le pouvoir réel des lobbies, quels qu'ils soient. Oui, et puis c'est le manque de courage de nos politiques. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait, si les politiques avaient un peu plus de coronesse, mettre un peu d'ordre dans la façon dont on gère notre pays. Moi, je rigole aujourd'hui quand je vois l'argent qu'il y a d'un côté et que de l'autre côté, on vient prendre de l'argent dans la caisse d'épargne des Français pour favoriser l'armement en France. Mais je croyais que la caisse d'épargne, c'était fait pour faire du logement social. Non, c'est vrai que c'est passé avec un 49.3, je crois d'ailleurs, l'idée de dire que l'État pourra les prélever. Honnêtement, est-ce qu'une Kalachnikov ou un char d'assaut, c'est du logement social ? C'est pas un détournement, quelque part, c'est pas une corruption de ce qu'on devait faire de cet argent. Et ben ça, il faut qu'on lutte contre ça. Et pour lutter contre ça, il faut qu'on ait des élus honnêtes. Et pour avoir des élus honnêtes, il faut que nous soyons puissants au niveau des associations indépendantes qui se disent et qui se lèvent en disant « Hey, bonhomme, t'es bien gentil, mais tout ministre de la Justice que tu es, tu dois respecter la loi au même titre que le petit paysan ou que le petit salarié dans sa banlieue parisienne. Parce que lui, on le loupe pas. Quand il met un petit peu le doigt à côté. Toi, par hasard, il y a plein de mansuétudes. Toi, t'es coupable, mais pas responsable. Il y a quelque chose qui va plus dans ce pays. Mais c'est cette Cour de justice de la République qui est incompréhensible pour de nombreux concitoyens. Oui, pas que ça. Je veux dire, quand vous voyez la longueur de certains procès, quand vous voyez un procès Balladur où il a été condamné avec 2 mois avec sursis, après 15 ans, quand vous voyez que l'affaire Balkany a duré je ne sais pas combien de temps, quand vous voyez que l'affaire Tiberi a duré 21 ans. Mais c'est le choix qu'on réforme un petit peu. Le choix d'aller très lentement, alors que le PNF avait été très rapide pour les costumes de François Fillon. Il y a certains moments, bizarrement, ça va très très vite. Il y a des moments où ça va très très lentement. Où il y a d'autres moments où on vous dit, vous avez volé, mais en fin de compte, vous vouliez pas voler. Donc vous n'êtes pas coupable, cher monsieur. C'est bien. Il y a un moment donné, ça devient fou. Et la seule façon de s'en sortir, c'est le nombre. Le nombre, c'est nous. Ils ne sont pas nombreux, ces gens-là. Donc adhérez à Anticor, portail@anticor.org. Il y a aussi la question quand même, vous dites en lutte contre un système, le système de la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des élus qui peuvent être en position d'être élus alors qu'ils ont un casier judiciaire non vierge, parfois chargé même, avoir aussi, comme on le voit avec la pratique du gouvernement d'Elisabeth Borne, un mépris du débat parlementaire avec des 49.3, 19e 49.3 quand même. Il y en a qui ont fait pire, mais bon, c'est pas une bonne solution. Et on parle quand même de majorité présidentielle qui a bien du mal à être une majorité. C'est plus une majorité. Bien sûr, donc c'est compliqué. Mais comment, justement, au-delà de l'action d'Anticor, faire en sorte que le système ne soit pas autant entretenu par les mêmes qui vont voter des lois de complaisance? Il y a des trucs vachement simples à mettre en place qu'aucun élu veut mettre en place. Une réduction des mandats, un contrôle des élus. Aujourd'hui, dans toute la société, vous êtes contrôlé de partout. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire un pas sans quelque part... Il y a eu des avancées quand même sur la transparence de la vie publique avec les... Vous rigolez ou quoi? Il y a eu des pseudo-avancées. Oui, mais il y a eu quand même des manipulations populaires pour faire croire aux gens qu'on faisait des avancées. Donc la haute autorité de la transparence de la vie publique, c'est une blague aussi. Mais la haute autorité, vous l'avez vu faire beaucoup de signalements? Mais il y a eu une ministre justement qui avait oublié alors de temps en temps ils en sortent une, ils font initialement. Mais je vous signale que tout, normalement il est marqué dans le machin, que vous êtes condamné à 45 000 € d'amende et que vous pouvez faire de la prison si jamais vous truandez sur votre patrimoine, etc. avec la haute justice. On n'a pas vu de condamnation. Non, puis de toute manière, c'est illusoire. Il y a un moment donné, il faut se rendre compte que quand vous êtes nommé ministre, des fois, ça se fait en 48 heures. Donc, de toute manière, la haute autorité n'a pas le temps de vérifier tout le patrimoine d'un élu qui va être... Il faut simplement, quand les gens sont gaulés, entre guillemets, parce qu'à un moment donné, ils sont faux gaulés, que quelque part, ils n'aient plus le droit d'être élus, par exemple. Je suis désolé, encore une fois. Moi, je suis très dur par rapport à ça. Mais aujourd'hui, mettre les doigts dans la confiture quand vous êtes élu, on a l'impression pour le peuple que c'est une circonstance atténuante.
C'est pas une circonstance aggravante, c'est une circonstance atténuante. C'est-à-dire que t'es élu, c'est normal. Oui, non, mais il y a plein d'exemples de justice où les mecs sont condamnés à rien du tout. Ouais. À rien du tout, au bout de 10 ans. Et on vous dit, de toute manière, c'est trop vieux, ça sert à rien de le condamner. Il y a un moment donné, il faut qu'on réforme ce genre de choses. Et la seule façon de réformer ce genre de choses, c'est d'avoir des gens indépendants qui lèvent la main et qui disent, ça suffit. Et plus on sera nombreux dans les réunions, moins ils le feront. Plus on sera transparent, moins il y aura d'abus. Oui, la demande de transparence, c'est ce que fait Anticorps. Rappelez pour... portail@anticorps.org. Plus vous serez nombreux, plus nous serons nombreux, moins ils pourront le faire. Eh bien, merci beaucoup Philippe Pasco d'être venu avec nous sur l'actualité judiciaire de nos gouvernants. Merci. À tout de suite. On se retrouve pour la suite de Poulain sans réserve jusqu'à 13h sur Sud Radio. Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Le mur de Jéricho, c'est un document confidentiel, top secret, du Hamas, et Israël avait en sa possession, grâce aux renseignements, ce document depuis plus d'1 an. C'est ce que dit le New York Times ce matin. Ce document fait 40 pages au titre évocateur, le mur de Jéricho, et il décrit point par point les contours d'une attaque du Hamas comme celle qui a eu lieu le 7 octobre, avec toutes les points qu'il fallait faire pour faire cette attaque, saturer le dispositif sécuritaire d'Israël, attaquer des villes, des bases militaires, exactement ce qui s'est passé le 7 octobre avec le barrage de roquettes, les drones détruisant les caméras de surveillance et de sécurité, et les combattants qui traversent avec des motos et des parapentes. Tout ça était donc sur le papier, en possession du renseignement israélien. C'est en juillet 2022 qu'une analyste de l'unité d'élite du renseignement 8200 avait averti sa hiérarchie que le Hamas faisait un exercice militaire qui ressemblait pas point par point à ce document, le mur de Jéricho. Voilà ce qu'elle écrivait en disant que c'était important, mais un général en charge de Gaza avait dit que ce scénario, un colonel en charge de Gaza avait dit que ce scénario était totalement imaginaire. Le New York Times a publié l'échange de mails cryptés. Voilà ce que disait ensuite l'analyste en réponse à ce colonel qui ne voulait pas croire ce que lui disait l'analyste. Je réfute catégoriquement l'idée que ce scénario soit imaginaire. Il s'agit d'un plan pour une guerre et pas simplement pour une attaque contre un village. En disant que nous avions déjà eu une expérience similaire il y a 50 ans sur le front sud à propos d'un scénario qui semblait imaginaire. L'histoire pourrait se répéter si nous ne sommes pas prudents, avait-elle alerté auprès de ses collègues. Alors voilà un document qui va sans doute relancer le débat sur la légèreté avec laquelle ces différents renseignements ont été pris par le renseignement israélien. On ne sait pas à l'heure actuelle, et le New York Times ne nous le dit pas, si Benjamin Netanyahu et son gouvernement étaient au courant de ce document. En tout cas, il y aura sans doute une enquête interne pour savoir s'il y aurait eu une défaillance dans le renseignement israélien et si ce document, Jericho Wall, le mur de Jéricho, s'il avait été pris au sérieux, eh bien peut-être de nombreux morts et cette escalade aurait été évitée. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et tout de suite, notre invité est Pascal Delimage, chef économiste de CGI Business Consulting. Bonjour. Bonjour Alexis. Je voulais vous recevoir parce que ce soir, c'est Standard & Poor's, l'agence de notation, qui va révéler la note de la France. L'idée, bien sûr, c'est de noter le niveau d'endettement, les finances publiques de la France et la solvabilité de l'État français. On sait que Fitch, Moody's n'ont pas vraiment dégradé les notes ces derniers mois, mais là, peut-être, ce serait le cas, puisqu'on a 3 000 milliards de dettes, on a le déficit de l'État qui atteint un nouveau record en octobre avec 177,71 milliards d'euros. Le PIB français en baisse de 0,1% au troisième trimestre. Quel est l'état économique du pays? Comment vous le voyez, vous, cette notation pour ce soir? Disons que l'état économique du pays, comme vous l'avez dit, était pas très très bon, évidemment. Lorsqu'on regarde les indices, les indicateurs auprès des décideurs, des directeurs d'achat, on voit effectivement qu'on est dans une situation de ralentissement économique. On voit très bien, même secteur par secteur, dans l'industrie, dans le secteur bancaire, qu'il y a des tensions sur les ressources. On voit très bien que les carnets de commandes sont pas très bons et qu'en plus, effectivement, il y a eu des
des mesures de politique publique qui ont gonflé la dette, en particulier à l'époque de la Covid, bien évidemment, mais qui aujourd'hui se soldent aussi du fait de leur arrêt par des faillites d'entreprises importantes. Donc tout cela, un petit peu mélangé, fait un cocktail un petit peu inquiétant, on va dire, ce qui ne signifie pas que l'économie est totalement dans une situation de morosité absolue, parce qu'en réalité, nous vivons une transformation économique. Donc il y a des acteurs, et Moody's va prendre en compte de cela, bien évidemment, et toutes les agences de notation de façon globale, elles les ont comme critère. C'est pas de considérer uniquement le pays en tant que tel, sa dette, son déficit, etc., mais aussi le fait qu'il y a un processus de transformation numérique, écologique, avec de nouveaux métiers, qu'il y a une destruction créatrice, et que donc la France reste quand même un grand pays de ce point de vue-là, si vous voulez. Donc ça peut être du 17 sur 20 au lieu de 17,5 au lieu de 18, si vous voulez. Mais bon, voilà. On va dire qu'en gros, il y a un risque de downgrading, comme le disent les experts. Mais il y a quand même des perspectives. Il faut rester un tout petit peu optimiste. On va sur le monde de demain petit à petit quand même, il faut le savoir. Donc, le message d'Emmanuel Macron au chef d'entreprise, le réveillez-vous, c'est dans ce sens-là, en fait. Tout à fait. Plutôt que vous ne faites pas ce qu'il faut faire. C'est pas tout à fait, on ne fait pas ce qu'il faut faire. Il y a c'est un petit peu comme le Janus, hein, vous savez, le dieu romain des chemins et des ponts, où voilà, il a une tête tournée vers l'arrière, une tête vers l'avenir. Bon voilà, si vous voulez, c'est un peu ça l'idée. C'est garder le mieux ce que vous avez fait dans le passé, et puis assurer ce nouveau cycle économique via la transition, les investissements écologiques, le numérique, l'IA, etc. Si tant est évidemment qu'on est dans des projets de société, hein, dans des projets de création d'emplois. Il ne s'agit pas ici uniquement de parler d'un futur où il y aurait de l'automatisation qui supprimerait des emplois, mais au contraire, il y a de la création de richesse, où le PIB va s'améliorer, où d'autres indicateurs vont aussi arriver. Au-delà même du PIB, des indicateurs de bonheur humain, certainement, l'INSEE intègre déjà de nouveaux critères, vous le savez, depuis récemment. Et donc, les agences de notation par rapport à tout ça se réforment aussi, prennent en compte un certain nombre d'éléments. Si on se focalise exclusivement de façon très, très réglementée, un petit peu comme le fameux 3% de déficit de Bruxelles, sur la dette publique et sur le déficit, comme ce sont encore aujourd'hui des indicateurs qui sont très 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 forts et très pondérés par les agences de notation, il y a un petit risque très très léger d'abaissement de la note, mais sans crainte sur l'avenir, puisque comme je vous l'ai dit, elles aussi se transforment, ces agences de notation, et prennent en compte de nouveaux paramètres comme le monde de demain. Ouais, il y a aussi sans doute les nombreuses promesses du ministre de l'économie Bruno Le Maire d'éviter des dépenses. Alors lui il n'utilise pas le terme d'austérité, mais on voit bien qu'il y a quand même un plan pour faire des économies, et de nombreuses économies, et ces promesses-là, puisqu'il les avait reçues à Bercy, pour éviter que la note soit dégradée. Parce que le problème de la note dégradée, c'est que la France s'endetterait à un prix beaucoup moins avantageux. Alors c'est ce qu'on appelle le risque pays. C'est un petit peu compliqué, mais c'est pour dire en gros qu'effectivement, si vous avez une agence qui estime, compte tenu de votre dette ou votre déficit, et en surpondérant ces critères par rapport à d'autres qui seraient tout aussi pertinents, comme les avantages comparatifs des pays, et encore une fois, elles y travaillent pour s'adapter au monde de demain. Effectivement, mais si elles prennent encore ces critères traditionnels-là, on risque le risque pays augmente, et donc les taux d'intérêt sur les marchés peuvent augmenter, et donc la dette peut augmenter, et donc ça crée, vous savez, qu'on est déjà dans une spirale de dette très très importante. Rappelez quand même aux auditeurs que la dette, c'est quelque chose de très 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 long terme, hein, et donc par conséquent on peut s'endetter sur 30 ans, et que il n'y a pas de risque pour demain matin, si vous voulez, mais que en gros c'est l'image du pays, c'est son efficacité de sa dépense publique. Et là aussi, c'est vrai, mais là aussi, il y a des efforts qui sont faits pour améliorer la qualité de la dépense publique, c'est-à-dire de faire des économies sur certaines dépenses, et puis d'arriver à faire des dépenses qui aient un retour sur investissement sur le long terme aussi, parce que nous sommes dans un monde complètement contradictoire. On veut de l'écologie, on veut des investissements de long terme, et on veut pas trop s'endetter. Et puis d'un autre côté, il faut que ce soit très rentable à court terme, mais il faut le PIB de demain et d'après-demain pour les marchés financiers, où c'est pas compatible avec les investissements de long terme. Donc c'est cet équilibre-là que le gouvernement doit trouver, et puis il faut pondérer l'importance, je dirais, des agences de notation. Je dirais. Oui, non, ça, bien sûr, elles sont écoutées, mais il n'y a pas qu'elles. Hein. Il y a le FMI, les instances internationales, et puis aussi les investisseurs, hein, qui font leur choix. Et les investisseurs, tout à fait. Alors vous parlez du quoi qu'il en coûte, hein, de cette politique pendant le Covid qui a fait que l'État s'est endetté massivement pour soutenir les entreprises. Aujourd'hui, certaines entreprises qu'on appelle entreprises zombies, doivent mettre la clé
sous la porte parce qu'elles auraient dû le faire avant le quoi qu'il en coûte d'une certaine façon. Est-ce qu'on a le prix réel, en fait, le poids de ce quoi qu'il en coûte sur l'économie française, ou est-ce que, à la louche, on peut dire que ça a coûté tant à l'économie française? Alors, on peut, il y a quelques estimations qui sont faites. C'est vrai qu'il est certain que pendant la période de crise de la Covid, on le voit très bien sur les faillites d'entreprises, en particulier, même d'ailleurs les grandes et les ETI, on retrouve des niveaux de faillite de l'année 2019. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pendant la période de crise, ça a quand même sauvé l'économie. Ça, c'est indiscutable. Je veux dire, on peut être pour ou contre. C'est même pas de la politique, si vous voulez. C'est une réalité. Donc, les mesures ont été efficaces pendant la crise. Le seul problème, c'est l'adéquation de ces mesures avec la réalité économique de certains tissus de l'économie. Et aujourd'hui, une économie qui était sous perfusion ne l'est plus. Et on s'aperçoit que les défaillances d'entreprises explosent, notamment dans l'hôtellerie, dans la restauration. C'est vrai aussi dans la construction. Il y a d'énormes inquiétudes sur la construction, le logement neuf. Et peut-être qu'on aurait pu adapter ces mesures politiques, les agender d'une autre façon, en utilisant la politique fiscale, en utilisant peut-être les PGE, les prêts garantis qui ont été développés pendant cette période-là, en les lissant un petit peu différemment pour faire en sorte de faire émerger finalement des tissus économiques rentables, des tissus économiques qui créent des emplois, et pas uniquement sous la période de perfusion Covid. Et parce que là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a énormément de défaillances d'entreprises, on s'aperçoit qu'on perd en croissance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on s'aperçoit que les centaines de milliards dépensés finalement ont permis une économie sous perfusion, mais aujourd'hui ne permettent pas de faire en sorte qu'il y ait moins de défaillances d'entreprises. Mais, alors c'est l'antithèse, si c'est vrai qu'il y a des inquiétudes côté défaillances d'entreprises, on n'a pas de croissance, on a les indices PMI des directeurs d'achat qui sont pas très bons, il y a, et ça on le constate sur tous les secteurs d'activité, industrie, automobile, banque, on constate vraiment qu'il y a quand même d'autres investissements qui sont réalisés, qui sont plus les mêmes qu'avant. Et c'est ces investissements-là qui sont celles de la transformation économique que vit la France comme d'autres pays, qui sont pour moi importants et qui font la croissance de demain. Mais dans ce cadre-là, est-ce que la promesse de réindustrialisation, c'est pas une promesse en l'air? Eh oui, c'est une très évidemment qu'il y a un problème parce que on veut réindustrialiser. Bon, très bien, c'est louable. On crée des emplois en France, pourquoi pas. On veut faire beaucoup de Made in France aussi. Il y a des événements récents autour du Made in France, on le sait. On veut également faire des étiquetages davantage Made in France, et on le sait. On sait qu'il y a eu des problèmes à l'époque de la Covid sur les vous vous souvenez, hein, les masques, etc. Les chaînes de production, on fait importer des choses de trop loin, etc. Donc on veut tout un peu relocaliser, surtout sur des secteurs aussi importants comme la pharmacie, le médical, etc. Donc, mais le problème de cela, c'est que comme vous tapez sur une période où on veut émettre le moins de CO2, où on veut que tout soit très green, très vert, où on veut que ça coûte cher au début. Et donc, on veut lutter contre l'inflation, mais on veut réindustrialiser, mais ça coûte très cher au début, parce que réindustrialiser, vous n'allez pas réindustrialiser, vous n'allez pas faire revenir Boulogne-Billancourt et Renault comme avant, hein, si vous voulez. On va réindustrialiser avec des véhicules différents, avec des procédés différents, et toutes ces innovations-là coûtent très très cher au début. Donc il y a cet éternel jeu d'équilibriste qu'il faut faire en économie. C'est ça de l'économie, c'est de l'équilibre en fait, à trouver pour trouver les bonnes solutions. Donc la réindustrialisation, bien évidemment que c'est positif. Maintenant, il faut accepter aussi les investissements de long terme qui peuvent avoir des conséquences sur l'endettement, qui peuvent avoir des conséquences sur le déficit, et puis considérer peut-être ces deux indicateurs-là comme secondaires sur le court terme, quoi. On se retrouve tout de suite dans un instant avec Pascal Delima pour continuer de parler de l'état économique de la France et aussi des perspectives, puisque visiblement vous êtes plutôt optimiste. À tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio avec notre invité Pascal Delima, chef économiste de CGI Business Consulting. On parlait de l'état économique macro de la France, du prix du quoi qu'il en coûte, comme vous le disiez, et des perspectives au-delà de la réindustrialisation. Un autre thème qui est vraiment central en ce moment dans tous les débats, que ce soit éthique ou économique, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça implique, l'IA? On a vu récemment le chef de l'État avec de nombreux entrepreneurs, y compris Xavier
Xavier Niel, lancé un plan français pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça implique pour les entreprises françaises, pour la création ou destruction d'emplois, cette arrivée massive dans nos vies de l'intelligence artificielle? Alors très simplement, en fait, il y a eu deux périodes de l'histoire économique. D'abord, il y a eu une période 1980, l'arrivée de Thatcher-Reagan, la libéralisation du monde économique et l'arrivée d'un tas d'innovations, dont l'intelligence artificielle d'ailleurs, qui n'est pas du tout nouvelle, et qui a plutôt, on va dire, en solde net, pour le dire simplement, plutôt une contribution difficile au début. Ça remplaçait beaucoup les fonctions support, ça automatisait beaucoup de choses dans les entreprises, et donc ça a eu un impact plutôt légèrement négatif sur l'emploi. Mais depuis 2015, 2016, 2017, on constate qu'il y a énormément de création nette d'emplois autour de l'IA, de façon générale autour de toutes les innovations, et donc il y a un impact direct sur l'enrichissement des métiers et sur ce nouveau monde de demain où avec l'IA, les capteurs et d'autres technologies, pour ne pas citer le cloud, etc., vous allez commencer à créer de la valeur pour vos clients, à commencer à créer de nouvelles richesses, et là tout le monde peut s'y retrouver. C'est-à-dire qu'à la fois les fonctions support exercées par les classes moyennes dans les entreprises, mais bien évidemment la création des, on va dire, des top jobs ultra rémunérés, data, etc., vont s'y retrouver dans des effets de synergie complémentaires où tout le monde finalement peut également y trouver sa place avec l'IA. Donc il faut bien comprendre que l'IA n'est pas aujourd'hui dans un schéma de substitution à l'emploi, mais plutôt dans un schéma de complémentarité, d'enrichissement des métiers. Quelques nouveaux métiers vont apparaître aussi, tout ce qu'on entend un peu partout, la data, etc. Et puis derrière, il y a aussi les métiers du numérique, puisque l'IA s'appuie sur la numérisation de l'économie pour se développer. Donc vous avez aussi la possibilité d'être multi-activité, comme on le dit, les slashers, comme si exactement ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est développé il y a une quinzaine d'années aux États-Unis arrive en France. Vous avez aussi la possibilité de travailler de façon beaucoup plus transversale sur plusieurs secteurs d'activité, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le tertiaire, avec vos compétences IA. Vous avez des écoles qui se créent, vous avez des masters qui se créent un peu partout dans les universités. C'est vraiment un vrai changement sociétal, c'est un changement complet sociétal sur tous les secteurs de l'économie, qu'il faut prendre au sérieux avec ses dérives, mais qui sont très bien contrôlées, qui sont très bien régulées, etc., etc. Est-ce que c'est pas aussi la suite logique de la domination des GAFAM, les Google, Amazon, Facebook et autres, qui ont toujours ce temps d'avance? Aujourd'hui, l'IA, on voit, c'est ChatGPT, c'est Microsoft. Absolument. Ça reste les géants américains qui sont à la manœuvre, même si il y a ce plan français pour l'IA. Est-ce que ça va pas encore accélérer la domination économique des entreprises américaines, notamment sur le reste de l'économie mondiale? Peut-être une domination technologique, mais qui en soi, si elle est bien régulée, peut avoir des impacts aussi positifs pour l'Europe. Et l'Europe peut copier aussi d'une certaine façon, j'ai envie de dire, les États-Unis, si tant est que ça a des impacts positifs. Et je crois que c'est le cas. Nous avons aussi maintenant au niveau de l'Union européenne l'IA Act qui arrive. Vous avez aussi au niveau France, tout simplement des commissions qui sont créées pour commencer à réguler, j'aime pas ce terme-là parce que c'est quand même compliqué de réguler de la technologie, mais disons d'avoir des bons principes, de bonnes pratiques, et puis de faire en sorte d'en faire un projet qui permette au collectif d'y trouver des emplois, des richesses, du partage du gâteau comme on dit, et surtout pas, et ce serait ça le danger numéro 1, c'est ce qu'on appelle les IA responsives en anglais, c'est les IA responsables, et surtout pas aller dans un des risques de notre société qui est considérable aujourd'hui, c'est effectivement la fin des classes moyennes avec l'IA et l'automatisation des fonctions support, c'est, je dirais progressivement, la fin d'une certaine forme de travail, parce qu'il y a la valeur travail qu'il y a derrière aussi, et où les gens seraient potentiellement rémunérés via des droits de propriété, des tokens, des crypto-monnaies, etc. à terme. Ça, il faut faire très attention à ce genre de circuit économique. Jérémy Rifkin l'a déjà dénoncé pour les États-Unis. Il y a eu déjà un démarrage un petit peu inquiétant aux États-Unis, mais qui a complètement été contrebalancé par les régulations des Américains qui sont très très sérieux sur cette question-là. Et on voit quand même, bon, prenons l'exemple du médical. L'IA, c'est quelque chose d'exceptionnel dans le médical. Si un médecin peut utiliser l'IA comme un outil complémentaire qui l'aide dans son métier, c'est quelque chose de tout à fait riche pour lui. Les diagnostics notamment. Les diagnostics, bien évidemment. C'est l'homme est au-dessus de tout cela. L'homme analyse, interprète, pose des questions à l'IA, et c'est pas l'inverse. Si vous voulez, si on fait l'inverse, qu'on commence à mettre en place des protocoles qui remplacent l'humain, c'est là où il y a un souci. Donc,
Voilà, du bon sens un peu partout, et je pense que ça peut être un outil extrêmement complémentaire qui enrichit vraiment la société et qui évite qu'on ait à terme un monde à deux vitesses avec des GAFAM ultra puissantes, une économie américaine ultra puissante, effectivement au détriment d'un jeu un petit peu poussif et passif sur les technologies côté Europe. J'espère qu'on n'y va pas. Je ne le crois pas, je le vois pas en tout cas sur le développement des offres qu'il y a. C'est ça le problème. C'est la question des licornes aussi, ces entreprises de la nouvelle technologie valorisées à plus d'1 milliard, c'est ça. Et elles se sont aussi transformées. Ouais. Vous savez qu'il y a eu une crise l'année dernière, et il n'y a pas si longtemps aussi, ça continue aussi sur des plans de licenciement dans la tech. Vous savez que la big tech aussi a entre guillemets, je dis entre guillemets parce que les milliards sont encore là sur les chiffres d'affaires, mais a souffert entre guillemets avec des plans de licenciement considérables, Twitter et compagnie, et tout l'écosystème de start-up dans le monde. Il y a eu un processus de transformation que les industries ont vécu il y a 40 ans et qu'elles vivent aussi aujourd'hui, où ce processus de transformation, c'est justement, on a fait un peu, je provoquais, de gonflette pendant 10-15 ans, on se rationalise, on se calme, on revient sur des usages clients et les usages des citoyens, on apporte de la valeur, et les nouveaux métiers arrivent en conséquence de cela. Donc elles-mêmes ont subi un process de rationalisation et le subissent. Justement, à propos des formations des nouveaux métiers, on entend souvent les chefs d'entreprise se plaindre qu'ils n'arrivent pas à recruter, alors qu'on a encore 7% de chômage. Comment expliquer cette inadéquation de l'offre et la demande ? Il y a une inadéquation forte en France des qualifications de l'offre et de la demande, parce que en réalité, on est encore un tout petit peu pas tout à fait avant-gardiste sur les formations. On a encore beaucoup de travail à faire dans les universités, on a encore beaucoup de travail à faire dans la recherche. Il y a des pôles d'excellence en France, attention, mais pas suffisamment. Il y a beaucoup de choses à faire autour de l'ancien terme des pôles de compétitivité qui devraient être aujourd'hui redéveloppés beaucoup plus avec des clusters, et c'est en train de repartir, donc il faut un certain temps pour que ça se remette en place réellement, et les partenariats également avec l'État, les entreprises et les écoles privées, et tout cela prend du temps aussi à se mettre en place. Donc il y a un retard sur le mouvement, je dirais, de prise de conscience de l'intérêt économique pour tous, et c'est cela qui va prendre du temps, je pense. Donc, à mon avis, il y a un cycle qui est en train de s'opérer, et cette inadéquation vient aussi d'un autre facteur, qui est le deuxième aspect, qui est un tout petit peu différent, mais pas si loin que cela, c'est que il y a un problème d'attractivité sur certains secteurs, notamment dans la restauration. Il y a des difficultés sur l'attractivité. Problème de la rémunération aussi. Les problèmes de la rémunération, les problèmes aussi d'une certaine sociologie, l'envie de se battre, l'envie de réussir, l'envie de... on est dans une société qui, à mon avis, est un tout petit peu en train de s'endormir légèrement. C'est qu'un avis personnel, et il y a beaucoup à faire aussi sur ce côté du dynamisme aussi un peu personnel, de qu'est-ce qui nous motive le matin quand on se lève, l'envie de se battre, l'envie de travailler, l'envie de... J'ai connu aussi des restaurateurs qui m'ont dit on a même augmenté les salaires, on a même payé plus que le SMIC, on veut pas venir. J'ai connu aussi des cadres qui disaient nous on n'a pas envie de chercher la tranche supérieure de revenus parce que finalement les impôts après c'est pas motivant. J'ai pas envie de travailler dans ce secteur d'activité là parce que la promotion est trop lente, l'ascenseur social en France fonctionne difficilement, et parce que etc. Donc il y a un tas de raisons: ascenseur social, rapidité de promotion, motivation personnelle, sociologie globale un tout petit peu à mon avis trop axée sur le temps loisir. Qui pêche beaucoup aujourd'hui, et ça nos concurrents américains le savent bien. Ils ont une productivité qui est très différente, ils ont un dynamisme qui est différent. Il n'y a pas que les Américains, il y a aussi les Chinois qui arrivent à toute vitesse, et ça constitue des concurrents tout à fait réels pour nous, quoi. Et aussi la question de la zone euro aussi. Est-ce que la zone euro peut tenir avec des taux d'endettement tels qu'ils sont aujourd'hui ? Alors, l'endettement n'est pas un élément unique explicatif des situations économiques. Par exemple, les États-Unis sont très endettés, ont un gros déficit, mais ils ont le dollar, c'est vrai. Alors, ils ont le dollar, donc ça forme une économie un peu plus puissante, c'est un peu plus résiliente par rapport au choc. Ils ont aussi une façon de faire de la dépense publique avec une efficacité plus importante, et puis ils ont ce leadership technologique. Nous, en zone euro, effectivement, la seule solution, à mon sens, pour la zone euro, c'est d'arriver à faire qu'on ait une sorte d'États-Unis homogène, avec des marchés unifiés et homogènes, et que l'Allemagne ne soit pas le concurrent de la France sur les appels d'offres internationaux. C'est une aberration totale. Et donc, soit on y va une bonne fois pour toutes aujourd'hui, et pas après-demain. Aujourd'hui,
on y va vers une Union européenne, une zone euro, en conséquence de quoi, plus unifiée, plus intégrée, avec, sans parler de la politique de la défense, qui évidemment est un enjeu aussi clé, avec des ruissellements économiques importants. Donc, intégration. Maintenant, c'est le bon moment pour prendre ce cycle économique-là et pour être plus fort et ne pas être dans un schéma un petit peu autoconcurrentiel en zone euro. Absolument. Merci beaucoup, Pascal Delima, d'être venu avec nous sur la question économique. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états. André Berkoff reçoit Laurent Firode, réalisateur, pour la sortie de son film Le Monde d'après 3. C'est dans un instant sur Sud Radio. Restez, il est bientôt 13h. Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.